Un indicateur de chemin de fer ABC. Poirot, je suis là. Ah, Hastings, oh, mon ami. Bertie, j'ai un colis un peu spécial pour Je toi. m'en occupe personnellement, merci. Quel est ce nouveau compagnon? Son nom est Cédric. C'est un caïman. Je l'ai abattu sur l'Orinoco à quelques miles en amont de la Urbana. Nous avions pataugé toute la journée dans les marécages. J'étais pratiquement à la limite de l'épuisement lorsque tout à coup... Hastings. Oui, vous disiez, cher ami. Vous me conterez cette passionnante aventure en détail plus tard. Je crois que ces messieurs aimeraient aller se coucher. Oh, bien sûr. Alors, comment se sont passés ces 6 derniers mois? Bien. Non, et quand les petites cellules grises ne fonctionnent pas, elles risquent de rouiller. En voyant la date de votre retour approcher, je me disais, maintenant il va se passer quelque chose. Nous allons tous les deux repartir en chasse. J'en viens. Mais ça ne doit pas être une affaire banale, Hastings. Il faut quelque chose de recherché, de délicat, de fin. À vous entendre, on dirait que vous commandez votre dîner au Ritz. Oh, désolé. Mais où allons-nous? Je croyais que nous allions d'abord passer à mon hôtel. Vous n'allez pas à l'hôtel, Hastings. Tant que vous n'aurez pas récupéré votre appartement, vous serez l'hôte de Poirot. Oh, avec joie. Cette affaire plus que rare dont vous parliez ne s'est pas encore présentée, je suppose. Pas encore, non. Quoique, je n'en sois pas certain. C'est très gentil à vous de m'accueillir, Poirot. Mais non, pas du tout, mon ami. Je tenais à vous surveiller de près, en réalité. Qui vous protégera des jeunes beautés aux cheveux auburn si je ne le fais pas? Que vouliez-vous dire tout à l'heure par quoi que je n'en sois pas certain? Nous parlions de l'affaire rare que vous souhaitiez. Hastings. Mon ami, vous avez oublié votre crocodile. Je crois qu'il vaudrait mieux que son doux parfum soit réservé à votre chambre. Oh, c'est que je l'ai apporté pour vous en faire cadeau, Poirot. Pour m'en faire cadeau? Oh, quelle délicate attention. Mais si ça ne vous plaît pas... Mais au contraire, voyons, il ajoute une sorte de je ne sais quoi, vous ne trouvez pas? Je suis de votre avis. Le spécialiste qui l'a naturalisé m'a dit que cette forte odeur allait disparaître en un mois. Ah, parfait. Ce n'est pas une odeur déplaisante. C'est un parfum qui vous remplit de vigueur. Il apporte à Londres les senteurs de la jungle. Parfait. Oh, pendant un instant, j'ai craint que vous n'appréciiez pas ce cher Cédric. Oh, non. C'est un caïman. Je l'ai tué alors que nous nous trouvions au Venezuela. Figurez-vous que Hastings, il y a maintenant une semaine, j'ai reçu cette lettre. Dites-moi ce que vous en pensez. Monsieur Hercule Poirot, vous vous faites fort à ce que l'on dit de résoudre des mystères trop difficiles pour les cervelles étroites de notre police britannique. Nous allons voir, monsieur le gros malin, si vous êtes si malin que ça. Peut-être trouverez-vous cette énigme trop difficile à résoudre. Surveillez ce qui se passe à Andover le 21 de ce mois. Salutations distinguées ABC. ABC? Tapez à la machine, papier épais, le cachet de la poste indique Londres WC1. Quelle est votre opinion, Hastings? Oh, ça vient sûrement d'un démon.
N'oubliez pas que les démons sont très dangereux, mon ami. J'y pense. Nous sommes le 21. Qu'avez-vous fait pour cette lettre? Êtes-vous allé à Andover? Vous serez toujours un homme d'action, quoi qu'il arrive. Que pouvais-je faire? Pas d'empreinte digitale? Rien n'indiquant qui peut en être l'auteur? Eh bien, il ne faudra pas vous étonner si demain les journaux parlent d'un vol retentissant commis dans les environs de Andover. Ce serait un grand soulagement. Un soulagement. Cela soulagerait mon esprit de la crainte de quelque chose de plus grave. Mais de quoi? D'un meurtre, mon ami. Des biscuits à la crème, oui. Du potage déshydraté de la marque Edward, oui. Des saucisses? Mais je ne peux pas me promener tout l'après-midi avec des saucisses. Ah non. Mon bureau n'est pas un garde-manger, Émilie. Il se peut très bien que... Très bien, monsieur, je m'en occupe. Bonjour, inspecteur. Ah, bonjour, Poirot. Tiens. Ne serait-ce pas le capitaine Hastings qui vient de passer quelques vacances dans de lointains pays à l'état sauvage? Asseyez-vous. Et vous semblez en parfaite santé. Sauf que le dessus du crâne commence à se dégarnir. Hein. Non, je n'avais pas remarqué. Et vous allez bientôt rivaliser avec Poirot. Inspecteur Japp, savez-vous ce que le capitaine Hastings m'a rapporté comme cadeau? Un crocodile. Un caïman. En réalité, je l'ai abattu alors que nous étions en plein Venezuela. Nous avions pataugé toute la journée dans les marécages. Et à quoi dois-je le J'étais plaisir de complètement votre épuisé visite? et Aujourd'hui, nous sommes le 22, inspecteur. Oui. Vous ne vous rappelez pas la lettre anonyme? Ah, si, surveillez ce qui se passe le 21. N'y faisait-on pas mention de Andover? Oui. Ah, c'est bien pour vous faire plaisir. Et passez-moi l'inspecteur Glenn à Andover, voulez-vous? Ce genre de lettres anonymes est notre lot quotidien. Ce sont des gens qui n'ont rien de mieux à faire et dont la cervelle est atrophiée qui les écrivent. Allô, Dennis, c'est Japp. Oui, et vous? Dites-moi, vous vous rappelez cette lettre anonyme dont je vous avais parlé? Oui. Ah, vraiment? Bien. Oui, ça serait parfait. Au revoir et merci. alors? Eh bien, je suppose que ça n'a rien à voir. Mais une vieille femme qui tenait un bureau de tabac et y vendait aussi des journaux a été battue à mort hier soir. Et l'inspecteur dit qu'il croit être en mesure d'arrêter le coupable. Et quoi qu'il en soit, je vais y faire un saut pour jeter un coup d'œil. Sauriez-vous comment s'appelait cette vieille dame? Asher. Madame Alice Asher. Le plus étonnant, c'est qu'on n'a pas pris d'argent dans la caisse. C'est surprenant parce que, d'habitude, c'est pour voler de l'argent Ah, qu'ils viennent. Poirot. Bonjour, Et inspecteur. voici l'inspecteur Glenn. C'est lui qui est chargé de l'affaire. Bonjour, messieurs. Apparemment, c'est sans problème. La victime s'appelle Alice Asher, âgée de 60 ans. Elle a été frappée à la nuque alors qu'elle était derrière son comptoir. Et vous soupçonnez son mari? En effet, nous n'avons pas encore pu trouver quelqu'un qui ait vu Asher rôder dans les parages, mais évidemment, nous ne faisons que commencer. Est-ce que M. Asher vivait avec sa femme, inspecteur? Non, ils sont séparés depuis des années. Asher est allemand. Il travaillait comme valet, mais il s'était mis à boire. Peut-être que ceci vous intéressera, inspecteur? Je suppose que c'est la fameuse lettre anonyme. On a découvert le cadavre dans ce coin? Eh oui, un peu comme s'il s'y était blotti. Cette lettre n'est pas le style de Asher. Je ne crois pas qu'il soit assez intelligent pour ça. Il est quand même curieux qu'on ait mentionné le 21 dans cette lettre. Évidemment, ça peut être une coïncidence. Je n'aime pas du tout ce genre de coïncidence, inspecteur. Il ne manquait rien dans la boutique? Non, l'argent de la caisse paraissait intact. Apparemment, on n'a rien volé. Seulement, on a peut-être ajouté quelque chose. Ajouté? C'est un indicateur de chemin de fer ABC. Elle devait sûrement chercher les trains partant de Andover. Elle ou un de ses clients. Des empreintes digitales? Rien que celle de Madame Asher, du moins pour l'instant. Regardez, Hastings.
Une photo de mariage. Une très belle femme, n'est-ce pas? Ah oui. Regardez cette pièce, Poirot. C'est tout ce qui reste d'une vie. De petits objets de porcelaine ébréchée, une photographie, une paire de bas neufs. Hastings, ne devenez pas sentimental, voyez-vous. Nous n'avons plus rien à faire ici. Venez. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Qu'est-ce qui se passe, inspecteur? Je viens de faire établir une liste précise des personnes que les voisins ont vues entrer. Et bien sûr, ils n'ont vu personne. Ah oui, si, ils en ont vu même trop, au contraire. 3 hommes de grande taille à la démarche furtive, 3 petits hommes avec une moustache noire, 2 avec une barbe, 3 avec un gros ventre, 1 avec un chapeau très curieux. Et si je me réfère à ce que ces témoins disent, tous ces gens avaient des mines patibulaires. Est-ce que l'un d'entre eux aurait vu le dénommé Asher? Mais non, là-dessus, il n'y a rien qui puisse nous être utile. Elle n'a pas vu qui était son agresseur. On l'a frappé à la nuque. Il est difficile de croire que c'est la même femme que celle de la photo. Mais si, Hastings, regardez la trace de la mâchoire, la forme des os, la structure de la tête. Avait-elle des enfants? Non, non, mais il y a une nièce. Elle s'appelle Mary Drover. Elle est servante chez des gens près d'Overton. C'est une jeune femme sérieuse, apparemment. L'arme n'a pas encore été retrouvée, bien sûr. Ça devait être un gourdin, une massue ou quelque chose comme ça. Fallait-il être doué d'une grande force pour porter un tel coup? Vous vous demandez si un homme de 70 ans en aurait eu la force? Probablement, oui. Si l'arme était assez lourde à son extrémité. Je n'ai rien fait, je vous dis, c'est une honte, c'est un scandale, m'amener ici. Laissez-moi m'en aller. Relâchez-moi, comme je vous ai marqué. Je n'ai rien fait. Je ne vous ai encore accusé de rien, Asher. Et vous pouvez garder le silence. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est un mensonge. Vous l'avez souvent menacé de le faire. Ce n'était qu'une plaisanterie, c'est tout. Allez, emmenez-le, on l'enferme comme suspect. Je ne suis même pas allé voir Alice. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer. Avez-vous réalisé, Hastings, que nous possédons déjà un argument plaidant pour l'innocence de Monsieur Asher? Vraiment? Puisque je vous le dis. S'il était allé insulter sa femme, elle se serait retournée pour lui faire face, pour lui répondre. Mais au lieu de ça, elle avait le dos tourné comme si elle avait voulu prendre un paquet de tabac ou des cigarettes pour un client. Ah, je suppose que vous êtes mademoiselle Mary Drover. Vous ne voulez pas vous asseoir, mademoiselle? Non, merci, monsieur. Je suis sûre que madame me le permettrait, mais comme elle n'est pas là, je préfère pas. Vous aimiez beaucoup votre tante. Oh, c'est horrible. Ma pauvre tante. Elle avait déjà eu une vie assez difficile comme ça. Elle s'est toujours montrée si bonne avec moi. Elle avait tellement d'ennuis avec cet Allemand diabolique. C'était vraiment effrayant ce qu'il osait lui dire. Il disait qu'un jour, il lui couperait la gorge et d'autres choses de ce genre. Il l'injuriait, il l'insultait. Ça fait peur quand on voit ce que les gens peuvent devenir. Et mademoiselle, si jamais un jour vous avez besoin de moi, c'est là que vous pourrez me joindre. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'étrange, monsieur? Oui, mon enfant, et même quelque chose de très étrange. Mais qui sait, peut-être pourrez-vous m'aider plus tard? Je ferai tout ce que je pourrai, monsieur. C'est profondément injuste que ma tante ait été tuée. Alors, je crois que Monsieur Asher est loin d'être le suspect idéal, Hastings. Ah, alors c'est peut-être la nièce. Oui, c'est une possibilité, bien sûr, mais quel serait son mobile? Oui, en effet, vous avez raison. Si seulement il avait laissé un indice. Ah, l'indice. Décidément, c'est une idée fixe chez vous, Hastings. Ah, si seulement notre meurtrier fumait des cigarettes exotiques, s'il avait laissé des cendres par terre, ou s'il avait marché sur ces cendres avec des chaussures à clous d'un modèle spécial. Notre assassin est des buts désobligeants. Estimez-vous heureux, mon ami, il vous reste l'indicateur de chemin de fer, le ABC. C'est un indice qui doit vous consoler. Vous voulez dire qu'il ne l'a pas oublié là par hasard? Non, il l'a laissé exprès. Et les empreintes nous le prouvent. Et Poirot, il n'y avait pas d'empreinte dessus? Exactement, Hastings. Notre meurtrier agit dans l'ombre et tient à rester dans l'ombre. Mais vu la situation et la nature des choses, il ne peut s'empêcher de se mettre en lumière.
Qu'en pensez-vous, Poirot? Excellent, Hastings. Des plus artistiques. Compliment. Vous ne le trouvez pas un peu trop imposant? Nous trouvons une autre place pour la coupe de fruits. Alors peut-être... Il y a une autre lettre, Hastings. Pardon? Il y a une autre lettre de ABC. Cher Monsieur Poirot, eh bien, l'affaire de Andover a très bien marché, n'est-ce pas? Je crois avoir gagné la première partie, mais le jeu ne fait que commencer. J'aimerais attirer votre attention sur Bexhill-sur-Mer le 25 de ce mois. Comme nous nous amusons bien, salutations distinguées, ABC. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. J'ai peur que la mort de Madame Asher ne soit que le commencement, Hastings. Il ne fait aucun doute que ces deux lettres ont été tapées sur la même machine. Aucun. Et nous pouvons affirmer sans crainte que c'est l'auteur qui a commis le crime de Andover. Aujourd'hui, nous sommes prévenus qu'un deuxième crime se prépare et qu'il doit être commis dans le comté du superintendant, le 25, c'est-à-dire après-demain, à Bexhill. À votre avis, quel genre de décision va prendre la police de Sussex, superintendant Carter? Eh bien, ce n'est pas facile. Il n'y a pas le moindre indice sur l'identité éventuelle de la victime. Il est possible que le nom de famille de la prochaine victime commence par un B. Ce serait au moins quelque chose. Je n'ai émis qu'une possibilité, rien de plus. Cela m'est venu à l'esprit quand j'ai vu les lettres ABC en bas de la première lettre et ensuite quand j'ai vu le nom de cette pauvre femme de Andover. Vous voulez dire qu'il y a d'abord eu Madame Asher à Andover et qu'ensuite ce sera quelqu'un dont le nom commencera par un B à Bexhill? C'est une possibilité, en effet. Ça voudrait dire que nous avons affaire à un fou. Jusqu'ici, il n'a laissé aucun indice qui puisse dévoiler son mobile. Un fou a-t-il vraiment besoin de mobile? Peut-être veut-il tuer une personne dans chaque ville par ordre alphabétique en partant de Andover pour terminer à... Xenau. J'y avais déjà pensé, bien sûr. Eh bien, prenons au moins quelques précautions. Superintendant Carter, vous pourriez peut-être faire dresser par vos hommes une liste des gens dont le nom commence par la lettre B, et en particulier de ceux qui ont une petite boutique. Il faudrait aussi surveiller de près les étrangers, si c'est possible. Bexhill est une station balnéaire, mon cher. En pleine saison et au milieu des vacances, nous sommes envahis par la foule. Alors demain, c'est le grand jour. Croyez-vous que ce sera encore une vieille buraliste? Une buraliste, non, je ne crois pas, Hastings. En revanche, dans une boutique, peut-être, oui. Qui d'entre nous n'a pas eu un jour des problèmes avec un boutiquier ou une boutiquière? Oui, c'est tout à fait vrai. Nous savons au moins que ça ne peut être Asher puisqu'il est toujours en prison. Mais pourquoi pas la nièce de Madame Asher? Marie, la servante? Oh non. Oui. Entrez, mesdames et messieurs, entrez. Le spectacle va bientôt commencer. Entrez, mesdames, entrez, messieurs. Je ne donne pas beaucoup de chance à notre assassin avec tous ces policiers qui sont là, Jap. C'est comme si on l'avait déjà arrêté. La bonne volonté d'une ville pleine d'habitants contre la folie d'un seul d'entre eux. Rappelez-vous la longue série d'assassinats commis par Jack l'Éventreur. Nous n'avons aucun besoin d'un autre meurtrier du même genre, merci beaucoup. J'ai très peur, je vous l'avoue, mes amis. J'ai vraiment très peur. Viens ici, au pied.
Hastings, c'est arrivé, ça y est. Mais le 25, c'est aujourd'hui. Et le crime a été commis cette nuit, entre minuit et 1 heure. Notre meurtrier de service est un homme qui tient sa parole. Il dit que ça se passera le 25 et ça se passe le 25, même si c'est à quelques minutes près. Mais est-ce qu'on est sûr qu'il s'agisse du crime de la lettre? Un indicateur ABC ouvert à la page de Bexhill a été trouvé à côté du corps de la victime. Sait-on qui est la jeune fille qui a été assassinée? Elle a été identifiée sous le nom de mademoiselle Elizabeth Barnard, une jeune fille de 23 ans qui travaillait comme serveuse au pavillon de la Ware. Était-elle jolie? Ah, voilà que vous recommencez. Vous ne semblez pas trouver ce genre de choses important. Mais pour une femme, ça a une très grande importance. C'est souvent ce qui décide de son destin. Avec quoi a-t-on étranglé cette jeune personne? Sa propre ceinture. Ah. Nous tenons enfin une information précise. Et cela nous apprend quelque chose, n'est-ce pas? Peut-être, mais je ne vois pas quoi. J'ai annoncé la nouvelle à sa mère et à son père, mais j'ai préféré les laisser se ressaisir avant de les interroger. Oui, bien sûr. Il doit y avoir d'autres membres de la famille. Oui, il y a une sœur qui est dactylo à Londres. Nous nous sommes déjà mis en contact avec elle. Il y a un jeune homme aussi, avec qui Elizabeth Barnard était supposée sortir hier soir. L'indicateur ABC n'a rien révélé. Non, pas d'empreinte. Il était ouvert à la page de Bexhill. Ouais, alors c'est bien notre homme. Ça peut avoir un rapport avec les trains de Bexhill et de Andover. Oui, c'est assez bien vu. Cette histoire est des plus affligeantes, monsieur l'inspecteur, des plus affligeantes. Je n'ose imaginer le tort que cela va nous faire. Cela va vous attirer un monde fou. Vous n'arriverez pas à satisfaire la clientèle qui va vous envahir. Vous croyez? Oh, c'est affreux. Le monde est d'une telle cruauté. Mademoiselle Merriam, y a-t-il longtemps que mademoiselle Barnard travaillait ici? Cet été était son deuxième été. Elle était plutôt jolie, non? Elle était plutôt jolie, oui, mais elle avait un air honnête. À quelle heure a-t-elle quitté son travail hier soir? À 20 heures. Nous fermons à 20 heures. Vous a-t-il dit ce qu'elle avait l'intention de faire après son travail? Nous n'entretenions pas de relation aussi intime. Personne n'est venu la demander ou la chercher? Oh, non. Elle avait un jeune homme dans sa vie dont je peux vous dire le nom. Donald Fraser. Vous n'avez pas été inquiet quand vous avez vu que votre fille n'était pas rentrée hier soir? Non, on s'en est pas aperçu. Madame Barnard et moi, nous sommes allés nous coucher tôt. On ne savait pas que Betty n'était pas rentrée jusqu'à ce que les policiers soient venus ce matin. Était-il dans ses habitudes de rentrer tard? Vous savez comment sont les filles d'aujourd'hui. Je dois quand même dire que d'habitude, elle rentrait vers 11 heures. Elle voyait un garçon très bien avec qui elle était pratiquement fiancée. Il s'appelle Donald Fraser. C'est un meurtre qui n'a pas de sens. Non, vous avez raison. Excusez-moi, monsieur Barnard. Votre fille vous a-t-elle jamais parlé de la ville de Andover? Elle aurait pu peut-être y avoir des amis. Andover? Non. Je voudrais jeter un coup d'œil dans la chambre de votre fille, vous permettez? Je pourrais trouver quelque chose dans des lettres ou dans son journal. Bien entendu, c'est par là. Qui êtes-vous? Vous êtes mademoiselle Barnard? Oui, je suis Megan Barnard. Je suppose que vous êtes de la police. Eh bien, pas exactement. Alors, qui êtes-vous? Je suis... Où sont mes parents? Oh, votre père est ici, il montre la chambre de votre sœur à la police et votre mère est là. Je me demandais si vous... Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que vous voulez?
Voici Monsieur Hercule Poirot. Mademoiselle Barnard. Je ne vois pas ce que Monsieur Hercule Poirot vient faire dans un crime aussi banal. Avec ce que vous ne voyez pas, mademoiselle, et ce que je ne vois pas, il n'y a pas de quoi faire un livre. Mais en attendant, ce qui est important, ce ne sera pas facile à trouver. Qu'est-ce que c'est? La vérité. Je ne connais pas la vérité. Je ne sais que ce que je sens. Ce sera la seule chose que nous puissions avoir, mademoiselle, dans la chasse au meurtrier de votre sœur. Très bien. Il n'était pas dans la nature de Betty d'être éprise d'une seule personne et de ne plus s'intéresser à qui que ce soit d'autre. Et comme elle travaillait au pavillon de la Ware, les occasions ne lui manquaient pas. Je comprends, mademoiselle. Vous, oui, son petit ami, non. Si vraiment elle tenait autant à lui, il se demandait pourquoi elle ne sortait pas qu'avec lui. Une ou deux fois, ils avaient failli se brouiller justement à cause de ça. Don était si violent que Betty avait peur de lui. Et ça avait eu lieu quand? La dernière fois, il y a un mois environ. Une scène effrayante. Don était blanc de colère et tremblait. Oh, les voilà. Mademoiselle, allez vite l'intercepter avant qu'il n'entre. Je voudrais parler à ce monsieur avant l'estimable et dévoué inspecteur Japp. Donald? Est-ce que mademoiselle Barnard vous avait dit où elle allait hier soir? Oui, elle m'avait dit qu'elle allait à Saint-Léonard avec une amie. Est-ce que vous l'avez cru? Non, mais qui êtes-vous, d'abord? Vous n'êtes pas de la police, je crois. Non, monsieur. Je suis bien meilleur que la police. Dites-lui tout. Sur le moment, j'ai cru ce qu'elle m'a dit. Ce n'est qu'après que... Qu'avez-vous fait, alors? Je ne sais pas, j'avais perdu la tête. J'étais persuadé qu'elle était partie avec un homme. J'ai pensé qu'il pouvait l'avoir emmenée à Eastbourne en voiture. Alors, bien sûr, j'y suis allé. J'ai fait le tour des hôtels et des restaurants. Ils ont dû croire que j'étais fou. J'ai surveillé les cinémas, les cafés, ainsi que la plage. À la fin, j'ai abandonné et je suis revenu. Ce n'est pas fameux comme alibi. Oh non, mon ami. Ce n'est pas fameux. Eh bien, Donald Fraser semble avoir un bon mobile pour avoir commis ce meurtre et il en a eu l'opportunité. De tuer mademoiselle Betty Barnard? Oui. Mais pour quelle raison aurait-il tué madame Asher? Ah, voilà ce qu'il nous reste à découvrir. Pour quel motif l'a-t-il tué? Et pour quel motif m'a-t-il envoyé ces lettres à moi, Hastings? Ce n'est pas normal, ces lettres. Il y a quelque chose qui me gêne. Vous avez fait très attention, mais vous avez commis une erreur. Pour la première fois, quelqu'un sait que c'est vous l'assassin. Vous allez être surveillé. Vous allez être suivi, vous vous trahirez. Et la police vous arrêtera. Alors, j'aurais tué cette femme. Vous m'accusez d'être un assassin. Pourquoi ne fuyez-vous pas, Marie? Vous le pourriez. Mais vous ne bougez pas, Marie. Pourquoi? Parce que... Parce que vous croyez que je ne suis pas l'assassin. Oui. C'est là que vous vous trompez. C'est moi qui ai tué Dorset. J'ai tué Lily James. J'ai aussi tué toutes les autres. Et maintenant, je vais vous tuer. Nous n'avons pas révélé au public que chacun des meurtres était signé avec un indicateur ABC. Si nous continuons comme ça, nous n'obtiendrons jamais sa coopération. Oui, mais si vous rendez cela public, inspecteur Japp, vous ferez le jeu du meurtrier, car le but qu'il poursuit en écrivant ces lettres, c'est sûrement de se faire de la publicité. Moi, je crois que c'est un risque à courir. Il faut que ça fasse la une des journaux. L'assassinat de la serveuse est lié au crime de Andover. La brutalité du crime de Bexhill déroute le Belge. Qui est l'assassin à l'alphabet? Je ne l'avais jamais dit jusqu'à maintenant, parce que on aurait pu se méprendre et croire que c'était de la suffisance. Et vous savez que c'est un trait de caractère que je déteste. Oh, bien sûr. Et ce potage est délicieux. Mais il est fort possible
que notre meurtrier commette ces crimes uniquement parce qu'il éprouve une haine démesurée contre moi, Hercule Poirot. C'est pour ça que c'est à vous qu'il écrit les lettres, voulez-vous dire? Exactement, Hastings. Ou alors, il se pourrait que l'animosité de notre meurtrier soit impersonnelle, et simplement parce que je suis étranger. Oui. C'est vrai qu'il y a parfois des gens comme ça. C'est sûrement la dernière distribution de courrier. Oui, je m'en doute. Mais j'attends un catalogue. Je voudrais m'acheter de nouveaux clubs de golf. Ceux avec lesquels je joue appartenaient à mon père et... Oh mon Dieu. Qu'y a-t-il, Hastings? Il y en a encore une. ABC envoie encore une autre lettre. Le cachet de la poste indique encore Londres WC1. C'est un fait significatif, j'en suis sûr. Ouvrez-la, Hastings. Et dépêchez-vous. Cher monsieur Poirot, vous n'êtes pas aussi bien que vous le pensiez pour résoudre ces petites affaires criminelles. Peut-être n'êtes-vous plus à la hauteur. Nous allons voir si vous ferez mieux cette fois. Ce sera une affaire facile. Churston, le 29 courant. Essayez de faire de votre mieux. C'est un peu ennuyeux si je ne rencontre pas la moindre résistance. Bonne chasse. Sincèrement, votre ABC. Je me demande où se trouve Churston. Hastings, une chose que vous n'avez pas réalisée, c'est aujourd'hui le 29. Quoi? Quand a-t-on écrit cette lettre? Le 26? Mon Dieu. Regardez, Hastings. Vous ne l'aviez pas vu. Mauvaise adresse. Monsieur Hercule Poirot, Whitehorse Mansions, inconnu à Whitehorse, inconnu à Whitehorse Court, habite Whitehaven Mansions. Est-ce que même la chance aiderait ce fou furieux? Ah. Non, c'est trop tard. Non, peut-être pas. Mais il est 22h20. Churston, Devon. Arrivé à 7h15, départ de la gare de Paddington et minuit. Vous n'avez rien de nouveau de Churston? Non, non, pas encore. Tous nos hommes sillonnent Churston en long et en large. Ce n'est qu'un village. Avez-vous pris la lettre? Oui, la voilà. Whitehorse Mansions. Il a une chance de tous les diables. Il a mis la bonne adresse sur 2 lettres. Pourquoi s'est-il trompé pour la 3e? Peut-être que c'est exprès. Notre homme suit des règles complètement folles, mais il les suit à la lettre. Oh! J'ai trouvé! Il doit boire du whisky de la marque Whitehorse. C'est ingénieux, ça. Il a dû taper l'adresse alors que la bouteille était en face de lui. Nous savons, nous aussi, ce que c'est que la psychologie à Scotland Yard, messieurs. Carmichael vient toujours ici faire une promenade après le dîner. Quand il arrive au promontoire, il tourne à droite, il remonte à la ferme et il rentre. Il est toujours de retour vers 10h, toujours. Mais il est minuit passé maintenant. Supposez qu'il ait eu un accident, qu'il soit tombé. Je descends jusqu'à la falaise. Moi, je vais de l'autre côté. Peut-être qu'il a fait demi-tour. Mademoiselle Gray, venez par ici! ABC, le tueur frappe encore. Assassinat de l'aristocrate millionnaire. Le valet de chambre retrouve le millionnaire assassiné. Ils ont emporté le corps dans la maison. Il a été frappé à la nuque, apparemment avec un objet contondant. Tout le monde va avoir peur, étant donné que la presse est au courant. 3 meurtres en moins de 10 jours. Tout le pays va chercher ABC maintenant. Peut-être, mais qui vont-ils chercher, Hastings? Eh bien, cette espèce de fou. Et à quoi peut ressembler un fou, à votre avis? Madame Asher n'avait rien à voir avec Bexhill-sur-Mer. Mademoiselle Betty Barnard n'avait rien à voir avec Andover, et ça, nous l'avons déjà découvert. Ce que nous allons découvrir, c'est que ces 2 personnes et ces 2 villes n'avaient rien à voir non plus avec Sir Carmichael Clark. Je suis prêt à parier ma chemise là-dessus. Des centaines de miles, et en plus,
Tout ce que j'ai appris de la vie de ces gens semble vouloir les séparer. Je me demande quel peut être le lien qui les unit. Mais pourquoi? Je voudrais bien savoir quel bénéfice on peut tirer d'un tel crime, même l'assassin le plus désaxé ayant une imagination folle. Vous allez droit au but, monsieur. Voici monsieur Franklin Clark, le frère de Sir Carmichael. Toutes mes condoléances, monsieur Clark. Merci. Monsieur Poirot, capitaine Hastings. Très heureux. Et si vous le permettez, je voudrais avoir quelques précisions, monsieur Clark. Mais certainement. Si j'ai bien compris, hier, votre frère était parfaitement normal physiquement et moralement. Ah oui, ça, je peux vous affirmer qu'il était comme d'habitude. Il ne vous a pas paru soucieux ou inquiet? Excusez-moi, inspecteur, ce n'est pas ce que j'ai dit. Être soucieux et inquiet était l'état normal de mon malheureux frère. Ah? J'avais été très frappé à mon retour d'Orient par le fait qu'il avait beaucoup changé. Je me suis vite rendu compte que la maladie de sa femme le tourmentait. Elle est malade? Ma belle-sœur, Lady Clark, a une maladie extrêmement grave. Tout à fait entre nous, elle est atteinte d'un cancer malheureusement incurable. Elle ne vivra pas longtemps. Sir Carmichael n'avait pas reçu de lettres désagréables ou de mauvaises nouvelles? Non pas pour autant que je le sache. Croyez-vous qu'il aurait pu avoir des problèmes d'argent? Mon frère était à la tête d'une fortune immense. Il était aussi en possession d'une collection vraiment magnifique. Oui. Oui, c'était sa véritable raison de vivre. Est-ce que des étrangers se sont présentés ou ont demandé Sir Carmichael ces temps-ci? Le docteur vous fait dire qu'il a fini, monsieur. Merci, Devril. Est-ce que des étrangers sont venus demander Sir Carmichael ces derniers temps? Non, monsieur. Docteur, quelque chose de nouveau? Non, rien que nous ne sachions déjà. La mort a été instantanée. Nous l'avons mis dans la salle de billard. Il faut que j'aille voir Lady Clark. Je vous présente mademoiselle Thora Gray, la secrétaire de mon frère. Ravi de vous connaître. Je vous verrai tout à l'heure, mademoiselle. Bien. Mademoiselle, Je suis dans la bibliothèque, si on me demande. Hastings? Rien de tout ça n'est logique. Et pourtant, il doit exister un lien entre ces victimes. Nous ne l'avons pas encore découvert, c'est tout. Non. Nous nous cognons la tête contre un mur de briques. Il n'existe aucun lien. Il y en a forcément un. Je viens de vous dire que non. Il n'existe aucun lien entre ces gens qu'on a assassinés, excepté que leur nom commence par une certaine lettre de l'alphabet. Nous avons épluché tout le passé des victimes et des suspects sans avoir trouvé quoi que ce soit. Hastings n'a rien trouvé, Scotland Yard n'a rien trouvé, et même moi, je n'ai rien trouvé. Nous avons perdu notre temps, parce qu'il n'y avait rien à trouver. Si je vous comprends bien, ces pauvres gens ne connaissaient pas le meurtrier? Précisément, Hastings. S'il les a choisis, c'est à cause de sa manie de l'alphabet. Le rapport des psychologues sur les meurtres de ABC. Première réaction du docteur Williams. Vous avez fini votre journal? Oui. Le millionnaire assassiné, l'œuvre d'un maniaque de l'homicide. C'est abject, cette histoire. Oui, abject. Il faut s'attendre à tout avec les dingues. Souvent, ils n'ont pas l'air d'avoir une case en moins. Ils peuvent être comme vous et moi. Vous avez sûrement raison. Il peut arriver que ce soit la guerre qui les détraque. Et c'est définitif. Je n'aime pas la guerre. Moi, je n'aime ni la peste, ni la maladie du sommeil, ni la famine, ni le cancer, mais je ne peux rien faire contre. On peut empêcher la guerre. Je vous demande pardon. Je pensais que vous aviez fait la guerre.
Vous avez pensé juste, j'ai fait la guerre. Et c'est la guerre qui m'a rendu comme ça. Ils sont tous là. Ah. Qu'avez-vous acheté? Des biscuits. Ah. Donc, nous voilà tous réunis. Nous allons commencer par vous, mademoiselle Drover. Quand avez-vous vu votre tante pour la dernière fois? Cela faisait 15 jours que je n'avais pas vu ma tante, monsieur. J'avais reçu une lettre d'elle, cependant, 2 jours avant le meurtre. Ah, voilà exactement le genre de fait qui pourrait nous mettre sur une piste. Je pense que chacun de vous a un ou des renseignements qu'en réalité vous ignorez avoir. Avez-vous gardé cette lettre? Non, monsieur, mais je me rappelle ce qu'elle disait. Elle disait que son vieux démon était revenu, mais qu'elle l'avait envoyé promener. Elle disait aussi qu'elle m'attendait le mercredi suivant. C'est mon jour de sortie, monsieur. Elle disait qu'elle m'emmènerait voir un film. C'était pour fêter mon anniversaire. Je vous demande pardon. Je voulais pas me conduire comme une sotte. C'est le fait de penser que ça lui faisait tellement plaisir qu'on fasse cette fête. Ce sont toujours les petits détails qui déclenchent tout. Et en particulier les fêtes ou les cadeaux. Et la même chose est arrivée à la mort de Betty. Ma mère lui avait acheté des bas. C'était pour lui faire plaisir. Pauvre maman. Je l'ai trouvée en train de pleurer sur eux. Elle n'arrêtait pas de dire « je les avais achetés pour Betty » et elle ne les aura même pas vus. Écoutez, chacun de nous ici a tout intérêt à ce que l'assassin soit arrêté. Supposons que nous joignions nos forces pour essayer de découvrir qui il est. Je pense que M. Poirot et la police en sont parfaitement capables. Mais oui, j'avoue que personnellement, je ne suis pas homme à dédaigner une aide si minime soit-elle. Mademoiselle Gray, quand vous retournerez à Devon, vous repenserez certainement au jour où M. Carmichael Clark a été assassiné. Vous pourrez peut-être vous rappeler avoir vu un visage inconnu rôder dans le village? Non, je sais que je n'en ai pas vu. De toute façon, j'ai quitté définitivement Charleston. Et Mademoiselle Gray a eu la gentillesse de rester pour m'aider à éclaircir notre affaire, mais naturellement, elle préfère travailler à Londres. Je vois. Comment va Lady Clark? Plutôt mal. Au fait, Monsieur Poirot, je me demandais si vous pouviez venir lui rendre visite. Avant que je m'en aille, elle a exprimé le désir de vous voir. Mais certainement, Monsieur Clark. Pensez-vous que cette collaboration donnera quelque chose? Oui, c'est possible. Voyez-vous, Hastings, il y a une chose qui m'obsède. J'ai l'impression que cet après-midi, nous avons dit quelque chose qui était d'une grande importance. Dieu que c'est étrange. J'ai beau essayer, je ne peux pas arriver à préciser. C'est imprécis, c'est quelque chose de fugitif qui ferait ressurgir en moi une sensation de déjà-vu, entendu ou remarqué. Oh, mais ça va me revenir. Vous avez trouvé ce dont je parlais, Hastings? Quoi? Non. J'étais en train de penser à la lettre, simplement. Le prochain meurtre? Oui. Vous comprenez? Il est là, quelque part. Il va tuer. Ça me donne le frisson rien que d'y penser. Les meurtres de ABC, le capitaine Hastings parle.
Poirot, je vous assure Après que le troisième meurtre, le cruel assassinat de Sir Carmichael Clark, Monsieur Poirot envisage la situation avec gravité, déclare le capitaine Hastings. Non, mais Andover, Bexhill, Cheston, où ABC va-t-il encore frapper Monsieur Poirot à la veille de connaître le succès, déclare le capitaine Hastings. Écoutez, Poirot, je vous assure que je n'ai pas dit toutes ces choses. Je le sais, rassurez-vous. Il y a souvent un gouffre entre ce que vous avez dit et ce qu'on vous fait dire, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas que vous pensiez que j'ai pu... Ne vous inquiétez surtout pas. En fait, ces imbécilités pourraient nous aider. Pourquoi? Mais parce que si notre meurtrier lit ce que je suis supposé avoir dit dans le Daily Blade d'aujourd'hui, il perdra tout respect pour moi en tant qu'adversaire. S'il commet un autre crime, nous en apprendrons infiniment plus. Le crime est révélateur. Un instant, messieurs. Lady Clark, Monsieur Poirot est là. Oh oui, Monsieur Poirot. Lady Clark, permettez-moi de vous présenter mon ami et collaborateur, le capitaine Hastings. Lady Clark. Bonjour, capitaine. C'est très gentil à vous deux d'être venus jusqu'à moi. Merci. C'était au sujet de Carr, n'est-ce pas? Au sujet de la mort de Carr. Vous n'avez pas encore arrêté le meurtrier? Pas encore. L'homme a sûrement dû rôder autour de la propriété le jour du crime. Aucun étranger ne s'est approché de chez vous ce jour-là. Mais qui vous a dit ça? Eh bien, vos serviteurs l'ont dit, et Mademoiselle Gray aussi. Cette fille n'est qu'une menteuse. Oh, mais... Oh, bien sûr, Carr en pensait tout le bien du monde. Il ne voyait pas que ce n'était pas à lui, mais à sa fortune que cette aventurière s'intéressait. Bien sûr, moi, je ne pouvais rien lui dire. Lady Clark, pourquoi dites-vous que Mademoiselle Gray n'est qu'une menteuse? Parce qu'elle en est une. Elle vous a dit qu'aucun étranger ne s'était approché de la maison, c'est bien ça? Oui. Je vais vous prouver ce que je dis. J'ai vu de mes propres yeux, c'est moins que rien, parler devant la maison à un homme à l'allure bizarre. Je l'ai vu par la fenêtre, derrière moi. Puis-je... Je vous en prie. Merci. Devant la porte du jardin. Quand cela se passait-il? Cela se passait le jour où Carr est mort. C'était le matin. Je crois qu'il était environ 11 heures. À quoi ressemblait ce monsieur? Oh, un homme très ordinaire, rien de particulier. Non, pardon. Un gentleman? Un représentant de commerce? Ce n'était pas un gentleman, je vous l'ai dit, il était bizarre. Je n'arrive pas à me rappeler. Quelle curieuse histoire que celle de Mademoiselle Gray avec cet inconnu. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit, on finit toujours par découvrir quelque chose. Mais pourquoi a-t-elle menti en disant n'avoir vu personne? Il est monstrueux de supposer qu'une fille comme elle puisse avoir un lien quelconque avec ce fou. C'est pourquoi je ne le suppose pas. Les jolies filles sont souvent soupçonnées en pareil cas. Ah, Styx, vous êtes toujours prêt à envisager avec attendrissement le cas des jolies filles, hein? En ce qui me concerne, je suis toujours prêt à envisager avec attendrissement le cas des vieilles dames qui sont malades. Monsieur Poirot. Ah, Monsieur Fraser. Je vous dérange, mais il faut que je vous parle. Eh bien, montons à l'appartement, Monsieur Fraser.
Monsieur Poirot, connaissez-vous quelque chose au rêve? Oui. Vous avez rêvé? Je fais toujours le même rêve. Je suis sur la plage, je cherche Betty. Elle est perdue et je dois la retrouver. Je tiens sa ceinture à la main. Je la cherche pour la lui rendre. Alors? Oui. Je la vois. Elle est assise sur le sable. J'arrive derrière elle et je lui passe la ceinture autour du cou. Et je me mets à serrer de toutes mes forces. Continuez. Elle est morte. Je l'ai étranglée. Et alors sa tête tombe en arrière. Je vois son visage. C'est Megan. Ce n'est pas Betty. C'est un rêve effrayant. Ça vous fera du bien. Je me dis que j'ai pu avoir un moment d'inconscience. Poirot. Elle est arrivée. C'est la 4e lettre. Lisez-la. Vite. Monsieur Hercule Poirot, toujours pas de réussite. Fille, que faites-vous? La police et vous, n'est-ce pas amusant? Où irons-nous jouer la prochaine fois? Pauvre Monsieur Poirot, je suis navré pour vous. Nous avons encore une longue route devant nous. Le prochain petit incident se déroulera à Doncaster le 9 septembre. À bientôt, ABC. Peut-être que notre petite brigade de volontaires pourra m'être utile après tout. Ce sera à Doncaster. La mort rôde dans Doncaster. La police doit agir. La presse se déchaîne, Hastings. Où Monsieur Poirot range-t-il les tasses? En haut du buffet, en face de vous. Et les soucoupes? Dans le bas du buffet qui est là. Et tout est rangé par ordre de poids. Mon Dieu, Poirot, c'est quand même un peu surprenant. À Doncaster, le 9 septembre. Je vais ouvrir. Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, et qu'est-ce que c'est que ça? Vous faites une conférence? Bonjour, inspecteur. Bon, c'est pas sûr. Nous avons fondé une association pour en finir avec cette affaire. Elle regroupe toutes les parties intéressées. Ah oui? Oui. J'ai un peu l'impression que ABC a décidé de ne pas vous faciliter la vie. Et malheureusement, M. Clark, je dois vous demander de ne rien faire. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que le 9 tombe le vendredi de la semaine prochaine, non? Ce qui nous laisse tout le temps nécessaire pour lancer une campagne de presse et tout le temps nécessaire pour prévenir les habitants de Doncaster, en particulier ceux dont le nom commence par la lettre D. Il est facile de se rendre compte que vous n'êtes pas du tout un sportif, inspecteur Japp. Ah, si vous croyez que... Ça veut dire quoi? Vendredi prochain est le jour où le Saint-Léger doit secourir à Doncaster. Ah, j'étais justement en train d'y penser. Désirez-vous du thé, inspecteur? Oh, oui, merci. Toute la ville de Doncaster va être un véritable champ de foire. C'est ingénieux. Il a préparé son coup très intelligemment. À mon avis, le meurtre va se commettre sur le champ de course. Peut-être même pendant que la course du Saint-Léger se disputera. Oui, merci. Oui, bien sûr, ce Saint-Léger est une complication. À nous de faire face. Je ferais bien de retourner au yard. Au revoir, merci. Je contrôle parfaitement la situation.
Aucun de nous ne sait quelque chose sur le meurtrier qui puisse nous aider. Voilà le problème. Nous avons revu plusieurs fois tout ce que nous savions en long et en large. Nous en avons discuté. Non, pas tout, monsieur. Voici un exemple. Mademoiselle Gray nous a affirmé qu'elle n'avait parlé à personne ni vu qui que ce soit d'étranger le jour du meurtre de Sir Carmichael Clark. Je n'ai vu personne, c'est vrai. Mais Lady Clark nous a dit, mademoiselle, que ce jour-là, elle vous avait vu de sa fenêtre parler à un inconnu devant la porte du jardin. Lady Clark a sûrement commis une erreur. Je n'ai jamais... Oh. Je me souviens maintenant, je suis stupide. Oh, mais ce n'est pas important. Un colporteur qui faisait du porte-à-porte en essayant de vendre des bas, souvent ce sont d'anciens militaires. Ils sont obstinés, mais ils ne sont absolument pas dangereux. C'est sans doute pour ça que j'avais oublié. Des bas. Des bas? Des bas. Des bas, ça vient des bas. Oui, des bas, c'est ça le lien. Vous ne vous rappelez pas Hastings, Andover? Derrière la boutique, il y avait une chambre. Sur le dossier d'une chaise, une paire de bas de soie qui était tout neuf. Oui, maintenant, je me rappelle ce qui a éveillé mon attention il y a 2 jours. C'était vous, mademoiselle. Vous aviez parlé de votre mère qui pleurait parce que le jour même du meurtre de votre sœur, elle lui avait acheté une nouvelle paire de bas de soie. Oui, c'est ça. Elle avait dit qu'elle avait de la peine pour ces infortunés qui étaient obligés de faire du porte-à-porte pour vivre. Donnez-moi sa description. Que je vous le décrive, je n'y arriverai pas. Il avait des lunettes, je crois, et un vieux manteau usé. Voyons mieux que ça, mademoiselle. Il avait le dos voûté. Je n'ai pas fait attention à lui. Il faisait partie de ces hommes qu'on ne remarque pas. Dans ces quelques mots, mademoiselle repose tout le secret de ces meurtres. Il faisait partie de ces hommes qu'on ne remarque pas. Il n'y a aucun doute, mademoiselle. Vous venez de décrire parfaitement le meurtrier. Je me demandais, Monsieur Cust, si vous aviez fini votre... Ça va bien, Monsieur Cust? Je ne me sens pas tellement en forme aujourd'hui. Oh, je suis désolée. Vous n'allez pas sortir aujourd'hui, alors? Oh, si. Il faut que je sorte. Je dois aller à Cheltenham. Oh, c'est très joli. Cheltenham est une très jolie ville. Il y a de belles boutiques. C'est effroyable, les nouvelles d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Les journaux ne parlent que de ces affaires de meurtre. Ça me donne un chair de poule, alors je n'y rien. Oui, oui. Il dit que c'est à Doncaster qu'il va commettre son prochain meurtre, et demain en plus. Eh bien, si j'habitais Doncaster et que mon nom commence par un D, je sauterais dans le premier train. Faites-moi confiance, même s'il y a des centaines de policiers qui sont arrivés en renfort. Oh, Monsieur Cust, vous n'avez pas l'air bien. Sérieusement, vous êtes sûr qu'il vous faut voyager aujourd'hui? C'est nécessaire, Madame Marbury. Quand j'ai dit que je ferais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Très bien. C'est vous qui êtes juge, Monsieur Cust. Mon Dieu, que j'ai pu être bête. Je ne mérite pas votre confiance. Je ne l'ai pas regardé assez attentivement. Même si je le revoyais, je serais incapable de le reconnaître. Voyons, mon enfant. Arrêtez de vous tourmenter. Jusqu'à maintenant, la chance a été du côté du meurtrier. Oui, mais tôt ou tard, je sais qu'elle va tourner et qu'elle va être de notre côté. En fait, je crois même qu'elle a déjà tourné.
Ce que nous avons découvert sur les bas en est la preuve évidente. Ici Doncaster. Doncaster. À ce que je vois, vous avez amené votre propre armée, Poirot. Cher inspecteur Japp, enfin, mon cher ami, nous ignorions que vous étiez dans ce train. Ah, je suppose que votre escorte ne condescend pas à jeter un coup d'œil sur les simples travailleurs. Non. Pendant ce temps, mademoiselle Barnard surveillera la tribune principale et ses alentours. Quant à monsieur Fraser, il se tiendra près de la piste et ouvrira l'œil. Il me semble hautement problématique d'arriver à un résultat qu'on puisse qualifier de positif. Ne soyez pas défaitiste, Don. Nous allons nous battre avec ce que nous savons, monsieur Fraser. Mais rappelez-vous qu'il peut y avoir aussi des choses que nous ne sommes pas conscients de savoir. Eh bien, c'est tout ce que nous pouvons faire pour ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Bonne nuit, Poirot. Madame Hastings. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir. Rien qu'un instant, monsieur Poirot. Quand vous êtes allé à Charleston la semaine dernière, ma belle-sœur aurait-elle... Enfin, je veux dire, aurait-elle fait une allusion quelconque? Pardon? Lady Clark aurait pu faire allusion à quoi? Bien, voyez-vous, Thora... Enfin, mademoiselle Gray est une fille plutôt jolie à regarder. Peut-être bien. Oui. Non, mais je vous en prie, voyons. Asseyez-vous. Voilà. Mon frère se plaisait à dire que c'était la meilleure secrétaire qu'il ait jamais eue, mais entre eux, tout était parfaitement clair et au-dessus de tout soupçon. Cela va de soi. Malgré cela, ma belle-sœur s'était mis dans la tête qu'il y avait matière à être jalouse de leur rapport. Non, enfin, bref, après la mort de Carr, quand il a fallu décider si mademoiselle Gray resterait ou non, Charlotte s'y est nettement opposée. Nettement? Opposée. Ah, oui. Ah, les femmes peuvent quelquefois être diaboliques, monsieur Poirot. Voyons, monsieur, rappelez-vous que Lady Clark souffre d'une très grave maladie. Oh, je le sais. C'est à cause de ça que je ne la blâme pas de ce qu'elle fait. En gros, je ne voulais pas que vous ayez une fausse impression de Thora à cause de ce que ma belle-sœur a pu vous dire par jalousie. Oh. Je peux vous assurer, monsieur Clark, que Poirot ne se permet jamais de porter un jugement sur quelqu'un en se basant sur des racontars. C'est très bien. C'est très bien. Bonsoir, monsieur Poirot. Bonsoir, monsieur Clark. Ce que je vous recommande par-dessus tout, c'est de ne pas céder à une impulsion. Si par hasard vous voyez quelqu'un dont la description correspond au vendeur de bas, vous devez immédiatement en avertir la police. Et si vous voyez une personne dont l'allure vous paraît familière, mais que vous n'arrivez pas à situer, attention, c'est une chose qui risque d'être très importante. Il ne tentera rien maintenant. Le champ de course est truffé de policiers. Ou alors il faudrait qu'il soit fou. Malheureusement, notre assassin est fou. Si vous voulez mon avis, l'obsession du meurtrier est si forte qu'il lui faut absolument essayer de tenir sa promesse. Si jamais il renonçait, cela signifierait admettre sa défaite et son orgueil de déséquilibré ne le permettrait jamais. Ah, mademoiselle Gray. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Vous n'avez que 4 minutes et demie de retard, c'est tout. Et maintenant,
il est temps de rejoindre vos postes. Je vous souhaite à tous bonne chance. Vous ne venez pas, Poirot? Non, Hastings. Ma force réside dans mon cerveau et non pas dans mes jambes. Je vous retrouve à 3 heures, comme prévu. Parfait. Bravo, 4-2, elle a de qui tenir. Cependant, le grand espoir de tout joueur, c'est l'outsider. Dans notre course, l'outsider, c'est Almacaro. Arrière, attention. Peut-être que ce cheval décrochera une course de l'Union. Pour l'instant, 4-2 n'a rien à craindre. Toujours prête avec le cheval. Voilà que Mariano l'inquiétait pour 4-2. Mariano, l'espoir de l'équipe. Les pronostics. Bravo Casse-Noisette et son jockey, ils ont bien du mérite. Roquette de fatigue. Il y a de la déception dans l'air. Mais ne vous découragez pas trop vite, c'est un cheval qui s'est remonté l'équipe de fatigue. C'est la race des grands champions. Je n'ai pas l'impression que l'outsider gagnera la course. Désolé pour tous ceux qui auront mis leur espoir et leur argent. C'est ce cheval très prometteur. Hastings! 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 C'est extraordinaire. Tout va bien, chacun est en position. Non, Hastings, vous ne comprenez pas. Regardez cette foule! Oui, bien sûr, je vois, ça ne facilite pas les choses. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Oui, c'est ça, exactement ça. Selon vous, quel est le meilleur endroit pour se cacher si on ne veut pas être vu? Je dirais au milieu de la foule. Oui, au milieu des autres. Et quel est le meilleur endroit pour cacher un meurtre? Un meurtre? Oh, je ne vois pas. Peut-être au milieu d'autres meurtres. Précisément, Hastings. À Thurston, j'ai dit que les victimes étaient choisies au hasard. Et qu'il suffisait que leur nom commence par la lettre D. C'était tout. Je commettais une grossière erreur. Toutes les victimes ont été choisies au hasard, excepté une. Ce monstre est en train de commettre toute une série de meurtres, rien que pour qu'on ne fasse pas attention à un meurtre particulier qu'il veut cacher. Excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît? Monsieur, la séance est terminée. On dirait qu'il est malade, ou alors il étire. Mon Dieu, c'est du sang, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il y a par terre.
C'est un indicateur ABC. Il n'y a aucun témoin. Vous avez bien fait, j'arrive tout de suite. Je me suis déjà lavé à l'eau froide. Merci. Je me suis coupé la main. Ça va bien, monsieur? Racontez-nous ce qui s'est passé, monsieur Downs. Une dame voudrait vous voir, monsieur. Elle dit que c'est urgent. C'était quand? Oh, je pense qu'il était 4h15. Mais alors c'était il y a 3 heures. Ce n'est que lorsque j'ai su qu'il y avait eu un autre meurtre que j'ai pu faire le rapprochement. Il m'avait dit qu'il s'était coupé la main. Non, s'il vous plaît, madame, pourriez-vous nous décrire cet homme? Il était grand, il était assez voûté, oui, il avait des lunettes, c'est ça. Et ses vêtements? Il avait un manteau sombre et je me souviens d'un chapeau de feutre. Son apparence était plutôt miteuse. On dirait que c'est du sang. Faites-le analyser. Poirot, nous avons trouvé. Nous avons trouvé le nom sur le registre. Et quel est-il? Regardez. A.B. Case. Ou alors cache. Oui, mais c'est ABC de toute façon. Case. Cast? Une adresse à Londres, 17 Marker Street, Southwark. Sous le lit, il y a une valise, monsieur. Tirez-la, on va jeter un coup d'œil. Des bas. Des bas de soie. Vous aviez raison, Poirot. Je vois autre chose au fond contre le mur. C'est un couteau. N'y touchez pas. Déplacez le lit. La façon dont il m'a dit au revoir était assez curieuse. C'était comme si on ne se reverrait jamais. Il m'avait dit qu'il allait à Cheltenham. Pauvre Monsieur Cust, je n'arrive pas à m'y faire. Les nouvelles sont horribles ces jours-ci. On ne parle que de cette affaire de meurtre. Ça me donne la chair de poule. Vous allez être surveillé, vous allez être interrogé, vous allez être suivi, vous allez être arrêté. Vous et moi, on ne sait jamais avec les détraqués.
sale histoire. Je veux vous faire souffrir. Votre destin est écrit. Il est écrit dans votre main. Écrit dans votre main. L'homme le plus célèbre d'Angleterre. Vous mourrez sur la potence. J'ai tué Lily James. Et maintenant, je vais vous tuer. Arrestation du tueur ABC. Le tueur ABC est appréhendé. Cust, le tueur, au tribunal. Eh bien, voilà qui est fait. Il va passer aux assises. Puis-je vous demander quelle est votre opinion sur Monsieur Cust? J'avoue qu'il joue sa partie avec assez de finesse. Il est épileptique, d'après ce que m'a dit le médecin. Mais est-il possible qu'un homme commette un crime sans en être conscient? Oh, il pourrait essayer de plaider ça pour sa défense s'il n'y avait pas les lettres. Elles prouvent la préméditation. Cependant, nous n'avons aucune explication logique pour ces lettres. Jusqu'à ce que je sache pourquoi ces lettres m'ont été écrites à moi, je ne considérerai pas cette affaire comme résolue. Il y a un certain Monsieur Strange qui vous attend dans votre bureau. Il dit que c'est urgent. Vous êtes l'inspecteur Japp? Hein, c'est moi. C'est au sujet du meurtre de Bexhill. Cet homme jure sur ce qu'il a de plus sacré qu'il a rencontré Cust au Royal George Hotel à Lisbonne, le soir du 24 août. Il jure aussi qu'ils ont dîné ensemble et qu'après, ils ont joué au domino jusqu'après minuit. Et s'il dit la vérité, Monsieur Cust ne pouvait pas être sur la plage de Bexhill entre minuit et 1h du matin et avoir étranglé Mademoiselle Betty Barnard. Écoutez, il a commis le meurtre de Andover, il a commis celui de Charleston, il a commis le meurtre de Doncaster, il faut donc qu'il ait commis celui de Bexhill. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est fou allié, voilà pourquoi. Excusez-moi, Monsieur Cust. Il était enfin libre de diriger ses pas où il voulait. Je suis Hercule Poirot. Rien ne l'est. Ah oui? C'est à moi que vous avez écrit les lettres. Je ne vous ai jamais écrit une seule lettre. Je leur ai répété des centaines de fois. Si ce n'est pas vous qui avez écrit ces lettres, Monsieur Cust, qui l'a fait? Je ne le sais pas. Ils sont tous contre moi. Ils l'ont toujours été. Et même quand vous étiez enfant? Non. Mais ma mère était ambitieuse. Si elle m'a affublé de ces prénoms ridicules, c'est pour ça. Alexandre Bonaparte. Cust. Elle avait l'absurdité de croire que j'allais devenir un personnage important. J'ai comblé tous ses espoirs. Je suis devenu un colporteur qui vend des bas. Est-ce que vous savez, oui ou non, que la firme pour laquelle vous dites travailler nie le fait? Oui. Mais j'ai les lettres qu'ils m'ont envoyées. On m'y donnait des instructions précises en me disant où je devais me rendre, ainsi que la liste des personnes que je devais aller voir. Mais toutes ces lettres ont été tapées sur la machine trouvée dans votre chambre. La machine m'a été envoyée par la firme dès que j'ai travaillé pour elle. Les lettres ont été envoyées après que vous ayez reçu la machine.
Il est donc logique d'en déduire que c'est vous qui avez tapé ces lettres et qui les avez postées. Oui, je sais, je sais. Mais je n'ai pas pu commettre le deuxième meurtre de toute façon. Celui de Bexhill. Je faisais une partie de domino à Eastbourne ce soir-là. Le jeu de domino est amusant et absorbant, n'est-ce pas, monsieur Cust? Oh, les joueurs sont nombreux, ils sont très nombreux. Quand je travaillais à la City, on avait l'habitude d'y jouer à l'heure du déjeuner. Vous ne pouvez pas savoir combien de gens ont lié connaissance en faisant une simple partie de domino. Hein? Oui. Oui, je me rappelle une personne en particulier. On avait engagé la conversation en buvant un café, puis on avait joué au domino. Je n'ai jamais pu oublier ce qu'elle m'a dit. Et qu'est-ce que c'était? Eh bien, cette personne affirmait que tout le monde avait son destin écrit dans sa main. Cet homme m'avait dit plusieurs choses très étonnantes. Il m'avait prédit qu'avant de mourir, je serais sûrement un des hommes les plus connus d'Angleterre. Mais que... Oui? Il lui semblait que je risquais fort de finir sur la potence. Et alors... Alors il s'était mis à rire et avait ajouté que ce n'était qu'une plaisanterie. Mais il arrive souvent que ma tête me fasse beaucoup souffrir, vous savez. C'est pour ça qu'il y a des moments où je ne... Il arrive que je ne puisse pas me rappeler ce que j'ai fait. Mais vous savez que vous avez commis ces meurtres. Oui. Oui, ça je le sais. Est-ce que je me trompe en disant que vous ne savez pas pourquoi vous avez commis ces meurtres? Non. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas refait ce mauvais rêve. C'est bien. Avec le temps, il s'effacera pour toujours. Je ne veux pas oublier Betty, malgré tout. Non. Nous n'oublierons jamais. Ah, ça y est, le voilà. Je commençais à perdre patience. Je ne vois vraiment pas à quoi ça sert, Poirot. L'affaire est terminée, on n'en parle plus, c'est fini. Vous avez raison une fois de plus. Le dénommé Cust est en prison, plus personne ne se fera assassiner. C'est terminé. Mais moi, je ne suis sûr de rien. Et j'ajoute qu'il y a un petit détail qui est ennuyeux. Monsieur Cust a un alibi pour la nuit du crime qu'on l'accuse d'avoir commis sur cette plage. Dès le début, j'avais senti qu'il y avait quelque chose d'anormal dans ces lettres que je recevais. Et j'avais raison. J'avais supposé qu'elles avaient été écrites par un fou, mais non. Elle l'était par un homme sain d'esprit se faisant passer pour un fou. Où remarque-t-on le moins une épingle? Chut! Je n'entends rien. Arrêtez, Milly. Quand elle est sur une pelote d'épingle. Quand votre attention est-elle le moins attirée par un crime particulier? Quand il fait partie de toute une série de crimes. Attendez une minute, attendez. Cust a bien commis ces meurtres. On l'a surpris alors qu'il avait les mains rouges de sang, et il y avait un couteau sous son lit et du sang sur son manteau. Il a même admis les meurtres. Que voulez-vous de plus? Dès la première fois où j'ai vu M. Cust, inspecteur, j'ai su qu'il était innocent. Pour préméditer ces meurtres, M. Cust n'avait ni la ruse, ni l'audace, ni, si je puis dire, les petites cellules grises. Non. Le meurtrier devait avoir flirté avec mademoiselle Betty Barnard. Il fallait qu'il l'ait amenée à enlever sa ceinture avec laquelle il l'a étranglée. Vous avez vu M. Cust? Pouvez-vous imaginer M. Cust en train de, voyons comment dire, en train de séduire une belle jeune fille? En train de faire succomber une jeune fille? Monsieur Poirot, je vous en prie. J'ai toujours été parfaitement conscient de la double personnalité du meurtrier. Maintenant, je sais
en quoi elle consiste exactement. 2 personnes étaient impliquées. Le véritable assassin, ingénieux, plein de ressources et audacieux, et ensuite le pseudo-assassin, stupide, hésitant, et surtout influençable. L'assassin avait déjà envisagé plusieurs projets quand la chance lui fit rencontrer M. Cust. De cette rencontre naquit une idée. Ses crises d'épilepsie, ses maux de tête, et bien sûr toute sa personnalité fragile, faisaient de M. Cust l'instrument idéal pour le meurtrier. Peut-être est-ce même son nom, Alexandre Bonaparte Cust, qui lui donna l'idée des meurtres par ordre alphabétique. Tout avait été prévu, sans rien négliger. Quelques lettres furent envoyées à M. Cust, comme si elles provenaient d'un fabricant en gros, lui offrant un emploi avec fixe et commission. En fait, le projet avait été si bien conçu dans les moindres détails par le meurtrier que les lettres que je reçus par la suite avaient déjà été tapées et que la machine à écrire, qui avait été utilisée, avait été envoyée à M. Cust, soi-disant pour qu'il s'en serve dans son travail. Les premières étapes du projet étant terminées, le meurtrier passa à l'action. Une liste de clients potentiels à Andover fut envoyée à M. Cust. On lui demandait aussi de s'y rendre le 21 août. M. Cust fit ce qu'on lui avait demandé. Et plus tard, ce 21 août, Mme Asher fut brutalement assassinée. Quelques jours plus tard, il reçut l'ordre d'aller à Bexhill-sur-Mer. Sur la liste des clients figurait le nom de Madame Barnard. Cela me plaise, mais je ne sais pas Cette si ça va nuit-là, lui plaire. Vous allez me dire Mademoiselle s'ils sont Betty jolis. Barnard est étranglée avec sa propre ceinture sur la plage. À Charleston, Lady Clark vit Mademoiselle Gray parler à M. Cust. Et ce fut Sir Carmichael Clark qui mourut à son tour. Trois crimes. Et M. Cust était chaque fois présent sur les lieux du drame. Je me suis efforcé de répondre à cette simple question. Qui bono? Quel est celui ou celle qui pouvait tirer profit ne serait-ce que d'un de ces meurtres? Madame Asher n'avait pas d'argent. Donc, en ce qui vous concerne, mademoiselle Drawer, vous n'aviez rien à gagner au décès de votre tante. Mademoiselle Betty Barnard? Eh bien, elle n'était pas riche. Elle ne vivait certainement que grâce au maigre salaire qu'elle gagnait au pavillon de la Ware. Sir Carmichael Clark, maintenant. Si l'on en croit la presse qui est toujours bien informée, Sir Carmichael Clark était plusieurs fois millionnaire. Que voulez-vous insinuer? Les personnes ayant des crises d'épilepsie, mademoiselle Gray, ont quelquefois des blancs. Ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont fait. Monsieur Cust souffre de cette maladie. C'est aussi quelqu'un de nerveux, de névrosé et d'extrêmement influençable. Le crime d'Andover n'a tout d'abord pas éveillé son attention. Le crime de Bexhill, là, il remarqua qu'il se trouvait dans cette ville quand il fut commis. Et ensuite, ce fut le crime de Charleston. Alors quand l'instruction lui est donnée de se rendre à Doncaster, comme il sait que le prochain meurtre de ABC va être commis dans cette ville, ses nerfs lâchent complètement. Il commence à s'imaginer que sa logeuse le regarde d'un air soupçonneux. Alors, il lui dit qu'il se rend à Cheltenham. C'est vous qui êtes juge, monsieur Cust. C'est là que le véritable assassin tire vraiment profit de sa parfaite connaissance de la personnalité de M. Cust. Malgré cette voix intérieure qui lui disait de ne pas aller à Doncaster, M. Cust y va quand même. Pourquoi est-ce qu'il y va? Parce qu'il juge que c'est son devoir. M. Cust va au cinéma.
Quand la fin du film approche, il se prépare à partir et se lève. Mais pendant qu'il a le dos tourné, on tue d'un coup de couteau la 4e victime. Excusez-moi. En commettant ces 4 crimes différents, notre meurtrier espère nous cacher le seul meurtre qui ait eu un vrai motif. Le meurtre de votre frère, évidemment, Sir Carmichael Clark. Mais est-ce que vous connaissez ce meurtrier dont vous nous parlez? Mais vous n'insinuez pas que c'est moi. Pour tuer cet homme, il m'aurait fallu être au cinéma. Et vous savez que j'étais sur le champ de course, avec vous. Mais oui, vous y étiez, monsieur Clark. Le meurtrier n'a pas bougé du champ de course jusqu'à ce que les gens commencent à arriver. Il y eut bientôt tellement de monde que chacun disparaissait dans la foule. Le meurtrier en profita pour s'éclipser tranquillement. Dans la lettre que M. Cust a reçue venant de son soi-disant employeur, on lui indiquait dans quel hôtel il devait descendre. Il était donc très facile de le récupérer. Notre meurtrier suit M. Cust jusqu'au cinéma. Dans l'obscurité, il attend froidement le moment favorable. Quand, à la fin du film, M. Cust s'en va, il ne réalise pas que la personne qu'il croise dans l'allée lui glisse un couteau dans la poche. Ce que vous dites est insensé. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi insensé. Non, monsieur Clark. Vous pensiez être en sécurité. Vous étiez presque sûr d'hériter la fortune de votre frère, tant que personne ne vous soupçonnait. Mais dès que vous avez été soupçonné, les preuves ont été faciles à trouver. Des preuves? Vous n'avez pas la moindre preuve. Quelle preuve? Vos empreintes, monsieur Clark. On les a trouvées sur la machine à écrire qui a été envoyée à monsieur Cust. Et sur cette machine, si vous étiez innocent, il n'y aurait pas vos empreintes. Vous n'êtes qu'un sale petit raté immonde. Vous ne m'aurez pas! Voilà. Allez, rattrapez-le. Wilkinson, bloquez-le. Eh bien, c'est fini cette fois, je suppose. Je n'arrive pas à comprendre. Non, je n'arrive pas à comprendre. Il avait peur, mademoiselle Gray. Ce dont il avait peur avant tout, c'est qu'une fois que le cancer aurait tué Lady Clark, son frère Sir Carmichael aurait pu être assez épris de vous pour vous demander de l'épouser. Et là, ses espérances d'héritage auraient été perdues à tout jamais. Enfin, bref, en tuant son frère, M. Franklin Clark s'est assuré que quand le cancer en aurait terminé avec Lady Clark, la fortune familiale lui reviendrait. Monsieur Poirot,
Je comprends pourquoi il a écrit toutes ces lettres. Parce que sans elle, les crimes n'auraient eu aucun lien. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi elle vous était destinée. Et pourquoi pas à Scotland Yard. Parce que, mon ami, il est extrêmement difficile de faire qu'une lettre pour Scotland Yard arrive en retard. Même le plus borné des facteurs sait où il doit remettre cette lettre. C'était l'essence même du plan de M. Clark que la troisième lettre ne puisse arriver à temps. La police ne devait pas être mise au courant du seul et unique meurtre qui avait un motif tant qu'il n'aurait pas été commis. Hélas, cela n'avait aucun rapport avec ma brillante réputation. S'il m'a choisi, moi, c'est qu'il avait besoin d'une adresse privée. Ce sont les empreintes digitales relevées sur la machine qui ont servi de révélateur, bien sûr. Ah, les empreintes sur la machine, oui. Elles ont été utiles. Je ne les ai imaginées que pour vous faire plaisir, Hastings. Vous voulez dire qu'il n'y en avait pas? Pas le moins du monde, mon ami. Mon Dieu. Le frère du millionnaire est accusé. Poirot triomphe encore. Cust est libéré. Si vous ne le voulez pas sur le buffet, alors où le voulez-vous? C'est le parfum qu'il dégage. Ça ne s'en va pas, au contraire. Oh, c'est encore trop tôt, Poirot. Je lui ai mis un petit peu d'eau de Cologne hier. Quelle sorte d'eau de Cologne? Eh bien, c'était celle... Oh, on a sonné. Bonjour, inspecteur Job. Hastings. Bonjour, Poirot. Je vous ai réservé une surprise. Ah, monsieur Cust. Je voulais venir vous dire ma reconnaissance, monsieur Poirot. Vous êtes un grand monsieur. Il ne le sait que trop. Je suis touché de ce que vous me dites, monsieur Cust. Oh, merci. C'était la moindre des choses. Merci. Vous ne savez pas, un journal vient de m'offrir 100 livres. On m'a offert 100 livres pour que je raconte les aventures que je viens de vivre. Oh. N'acceptez pas, monsieur Cust. Il faut vous montrer ferme. Vous devez dire à ces gens que votre prix, c'est maintenant 500 livres. Vous croyez que je dois? Mais certainement, voyons, monsieur Cust. Vous êtes aujourd'hui l'homme le plus célèbre de toute l'Angleterre. Vous avez raison. Vous avez 1000 fois raison. Oui. Je suis célèbre. Bien. Je vous avoue franchement que cet argent sera le bienvenu. Je prendrai quelques vacances et... Seigneur. Mais que c'est étonnant. Ça vous plaît? C'est une pure merveille. Je dois avouer que c'est moi qui l'ai tué. C'est vous? Oui, quand j'étais en Amérique du Sud. Oh, c'est une histoire que j'adorerais entendre. Ah oui? Mais qu'à cela ne tienne, asseyez-vous, monsieur Cust. Ça se passait quand j'étais au Venezuela. Nous étions à quelques miles en avant de la Urbana, qui, je dois dire, est un des endroits les plus chauds du monde. L'humidité y est absolument insupportable. Nous avions pataugé dans le marécage toute la journée, et bien sûr, j'étais épuisé, ça je vous le dis. Nous longions le fleuve lorsque tout à coup, le plus beau des paysages s'offrit à nous. Je contemplais cette merveille lorsque mon œil remarqua juste en dessous des rapides une embarcation conduite par un indigène qui était poursuivi par un animal.